République des valeurs vous offre Prépa-Bac 2020. Nous allons poursuivre la leçon que nous avions entamée la dernière fois, intitulée Conscience et inconscient. Aujourd'hui, il s'agit de voir la partie psychanalyse, parce que la dernière fois, nous avions vu celle de la conscience. Nous avions terminé d'ailleurs par les critiques des philosophes Leibniz, Spinoza et des maîtres du soupçon. Et par maîtres du soupçon, nous avions précisé ces trois philosophes-là, notamment Marx, Nietzsche et Freud, les Allemands. En quoi ces critiques avaient consisté? Il s'agissait pour tout d'abord Leibniz et Spinoza, qui sont des cartésiens, c'est-à-dire qui se situent dans le cartésianisme. Et quand on dit cartésien, c'est que c'est des philosophes qui sont d'accord sur le cogito cartésien. Mais il n'empêche qu'ils n'ont pas suivi Descartes dans son refus des pensées inconscientes. C'est pourquoi nous avions montré en quoi, pour Leibniz, contrairement à ce que dit Descartes, il y a bel et bien des pensées inconscientes. En recourant notamment à ces deux concepts, les grandes perceptions qui constituent nos pensées conscientes et les petites perceptions qui sont en nous mais dont nous ne sommes pas conscients. C'est pourquoi Leibniz considère que le radicalisme de Descartes est un tort, n'est-ce pas, et qu'il y a bel et bien des pensées inconscientes. C'est une façon de dire, quelque part, que ce n'est pas Freud, Sigmund Freud, qui a été le premier à parler des pensées inconscientes, n'est-ce pas? Ça était également le cas de Spinoza, qui a également montré dans sa philosophie que cette propension de Descartes a donné plus d'importance à la pensée, à la conscience, et également un tort. Parce que pour lui également, il ne faut pas négliger ce qui se passe dans notre corps. C'est pourquoi d'ailleurs on parle de parallélisme chez Spinoza de l'esprit du corps. Autrement dit, l'esprit n'est pas au-dessus du corps, de la même façon que le corps n'est pas au-dessus de l'esprit. Sauf que ce qui se passe dans notre corps, généralement, est inconscient. Nous avions montré également dans le cours précédent en quoi les maîtres du soupçon également prenaient leur distance avec Descartes, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus radicale. Parce que Leibniz et Spinoza continuent à garder des liens avec la philosophie cartésienne sur la conscience, mais les maîtres du soupçon vont montrer que, en réalité, la conscience n'a pas cette importance que Descartes lui donne. On a vu les arguments développés par Marx qui montrent que même s'il y a une conscience, cette conscience-là n'est pas univoque. Elle dépend fortement, considérablement du milieu dans lequel évolue l'individu, de son mode de vie et du mode de production, des rapports sociaux dans lesquels l'individu évolue. N'est-ce pas? Nous avons également montré dans cette même leçon pourquoi Nietzsche également considère que la place que Descartes donne de la conscience est exagérée. Voilà. Si on devait donner une importance à quelque chose, ce n'est pas la conscience, et même ce n'est pas la raison, ce n'est pas la pensée, mais plutôt le corps. C'est pourquoi d'ailleurs Nietzsche préfère parler du corps. Il dit que la conscience est une infime partie, et même il considère que c'est même une erreur de la nature.
C'est ça qui fait que l'homme se ment en permanence. Il n'est pas sincère avec lui-même, n'est-ce pas? Parce qu'il essaie de discipliner, n'est-ce pas, une partie qui ne fait pas, n'est-ce pas, la règle chez lui. Pourquoi Nietzsche insiste beaucoup sur la nécessité de laisser se déployer nos instincts, n'est-ce pas, pour être beaucoup plus authentiques. Donc, Nietzsche montre que si on croit à la conscience, c'est dû notamment à la grammaire. Parce que c'est la grammaire qui nous a appris que quand je dis je pense, n'est-ce pas, le sujet du verbe pense, c'est je, n'est-ce pas? Or, quelqu'un peut très bien dire je, alors que ce n'est pas lui, n'est-ce pas, qui pense. Je donne un exemple rapide, et je l'ai donné, je pense, la dernière fois. Quelqu'un peut être délégué dans une réunion, n'est-ce pas, mais quand il arrive dans la réunion, il va dire je pense, alors que tout ce qu'il dit lui a été déjà dicté par quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas à chaque fois que quelqu'un dit je, contrairement à ce que pense Descartes, que c'est l'individu qui parle, n'est-ce pas? Le je, souvent, est une énorme tromperie. Donc, ce qui est plus riche, c'est notre corps, c'est là où fourmille l'ensemble de nos instincts et qui, n'est-ce pas, par rapport auquel notre pensée ne fait que capter quelques aspects qu'on appelle la conscience. N'est-ce pas? Mais nous avons également montré que celui qui va systématiser la problématique de l'inconscient, c'est Freud. C'est pourquoi, à bon droit, on le considère comme étant le père de la psychanalyse. Nous y reviendrons dans la leçon. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, de sa découverte et également des arguments qu'il a mobilisés pour faire admettre son hypothèse de l'inconscient. Mais avant d'entrer dans les détails, n'est-ce pas, de la théorie freudienne, nous devons rappeler d'abord cette position radicale de Descartes dont je parlais tout à l'heure, n'est-ce pas, en évoquant ça, une citation qui atteste, parce que quand on dit toujours quand on dit quelque chose d'un philosophe, il faut toujours en apporter les preuves. Parce qu'il ne suffit pas de dire que Descartes récuse les pensées inconscientes. Si on nous demandait sur quoi vous vous basez pour le dire, nous devons, n'est-ce pas, donner une référence claire, n'est-ce pas, qui puisse le prouver. Donc nous reviendrons sur ça. C'est pourquoi on a mis dans le plan de la leçon la position radicale de Descartes. Nous verrons également, toujours dans ce plan-là, les trois blessures de l'humanité évoquées par Freud pour asseoir, n'est-ce pas, sa théorie sur l'inconscient. C'est en ce moment-là que nous verrons l'inconscient psychique en tant que tel, ce que Freud appelle l'inconscient psychique, en commençant par les débuts de la psychanalyse. Comment Freud a commencé, comment il a été formé, n'est-ce pas, quels sont ses maîtres, n'est-ce pas, et également la maladie, n'est-ce pas, avec laquelle il a commencé, n'est-ce pas, pour théoriser, n'est-ce pas, l'existence de l'inconscient. Après, en petit 2, nous verrons ce qu'on appelle en psychanalyse les topiques freudiennes, c'est-à-dire comment il a divisé, n'est-ce pas, le psychisme humain. Et quand je dis psychisme, je l'ai rappelé la dernière fois, il faut entendre l'organisation, la structuration de l'esprit chez l'homme. Après cela, nous verrons les deux principales topiques. La première topique, la deuxième topique, n'est-ce pas? Et dans la deuxième topique, nous insisterons sur la théorie de la sexualité chez Freud, qui est une théorie innovante, n'est-ce pas? Les complexes, n'est-ce pas? Notamment le complexe de castration et le complexe d'Oedipe. Et en petit 3, nous verrons les critiques qui ont été portées sur la psychanalyse freudienne, notamment les critiques de Sartre et du philosophe Alain, celles de Karl Popper, mais aussi de ses compagnons, n'est-ce pas, de route, avec lesquels il a eu à rompre par la suite, Jung et Adler. Voilà. Donc voilà un peu le plan, n'est-ce pas, de notre leçon. Il faut toujours rappeler l'objectif global de la leçon au départ, c'est de
d'analyser, n'est-ce pas, la formation de la personnalité de l'individu. N'est-ce pas, cette problématique du sujet, tout tourne autour de cela. Maintenant, si nous démarrons avec la position radicale de Descartes. Pourquoi nous l'appelons radicale? Parce que Descartes a nié totalement l'existence des pensées inconscientes. C'est pourquoi j'ai cru nécessaire de rappeler, n'est-ce pas, cette citation de Descartes qui a été tirée de l'une de ses lettres, n'est-ce pas? Une lettre que Descartes a écrite à Polo, n'est-ce pas, un de ses correspondants, et qu'il a transmis à Ranieri, un autre, pour lui donner. C'était en 1638. Donc si un élève doit citer ça, il dit, n'est-ce pas, la lettre à Polo, n'est-ce pas, Polo, ça s'écrit comme ça, n'est-ce pas, via René, n'est-ce pas? Donc la lettre a été adressée à Polo, mais c'est René qui lui a donné la lettre, n'est-ce pas? Et c'est en 1638. Rappelons que Descartes est un philosophe du XVIIe siècle, n'est-ce pas? Et dans cette lettre, on a extrait une partie où Descartes donne la preuve qu'il rejette carrément les pensées inconscientes. C'est pourquoi il dit la chose suivante: il ne me semble point que ce soit une fiction, mais une vérité qui ne doit point être niée de personne, qu'il n'y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir que nos pensées. Et ça traduit radicalement le rationalisme intégral, parce que ce que dit Descartes, il se situe dans le prolongement de Platon. Parce que pour eux, comme pour Socrate d'ailleurs, et même quelque part les stoïciens, pour eux, donc pour les stoïciens, pour Socrate, pour Platon, pour Descartes, si on utilise la raison, on peut totalement se maîtriser. Voilà. Et que parler de pensées inconscientes qui échapperaient à notre contrôle, n'est-ce pas, c'est exagéré. Ouais, donc pour ces philosophes-là, la raison, n'est-ce pas, nous permet d'avoir un contrôle total sur ce que nous faisons, sur ce que nous disons. C'est pourquoi Freud n'est pas d'accord avec ça. Et nous verrons sur quel argument il s'appuie pour montrer qu'en réalité, nous pensons que nous maîtrisons ce que nous faisons. Nous pensons que c'est nous qui décidons de ce que nous faisons, de ce que nous voulons, etc. Mais il y a des forces tapis dans l'ombre qui nous conditionnent, et souvent sans qu'on ne s'en aperçoive. Voilà. Donc c'est pourquoi Freud dit, en découvrant l'inconscient, j'ai fait, n'est-ce pas, j'ai provoqué une troisième blessure à l'humanité. Quand on dit blessure, comme son l'indique, c'est que ça fait mal, parce que les hommes avaient pensé que c'est ça, alors que tel n'est pas ça. Quelles sont ces trois blessures? Freud, c'est lui-même qui le dit. La première blessure a été effectuée par Copernic. Copernic, ce savant dont nous avions parlé la dernière fois, et qui avait, avant Galilée, dit que le géocentrisme était une énorme erreur de la part d'Aristote. Même si sa condamnation n'a pas été sévère, et que c'est Galilée qui va le prouver, qui va subir, n'est-ce pas, les affres de l'Inquisition, de ce tribunal dont nous avions parlé, et qui surveillait ce savoir qu'on appelle la scolastique. Copernic est le premier, n'est-ce pas, théoricien de l'héliocentrisme. J'en avais parlé la dernière fois. Parce qu'on oppose l'héliocentrisme et le géocentrisme. C'est un rappel. L'héliocentrisme est une théorie physique selon laquelle le Soleil est au centre du monde. Alors que le géocentrisme, n'est-ce pas, initié par Aristote et adopté par l'Église à l'époque,
considère que c'est la Terre qui est au centre du monde. N'est-ce pas? Donc, Freud nous dit, Copernic, en montrant que la Terre sur laquelle nous vivons n'a rien de spécial. C'est une planète parmi d'autres. De la même façon que les autres planètes tournent autour du Soleil, la Terre également tourne autour du Soleil. Donc, il enlève à la Terre sur laquelle, la planète sur laquelle nous vivons, son exclusivité. Parce qu'auparavant, on pensait que comme l'homme est considéré comme l'être suprême des êtres vivants, il est normal que la Terre sur laquelle, la planète sur laquelle il vit, soit également au centre des planètes. Voilà un peu ce raisonnement qui était fait, même si ce raisonnement ne regroupe pas totalement l'argumentaire d'Aristote. Parce que pour Aristote, les arguments sont un peu différents. Donc, pourquoi Freud parle de blessure? La première blessure de l'humanité a été causée donc par Copernic. C'est lui qui a montré pour la première fois que les hommes doivent se détromper. La Terre sur laquelle ils vivent, la planète sur laquelle ils vivent n'a rien de spécial par rapport aux autres planètes. Quand je dis rien de spécial, c'est par rapport à sa nature, pas par rapport à sa position. Parce que c'est vrai que sur le plan conditions de vie, n'est-ce pas, la Terre a quelque chose de spécial. C'est pourquoi, jusqu'à présent, il n'y a que sur cette Terre-là que la vie, en tout cas pour le moment, a pu se développer et donner des êtres vivants parmi lesquels nous sommes. Donc c'est ça la première blessure de l'humanité, le fait que Copernic montre que la Terre n'est pas au centre du monde. La deuxième blessure, nous dit Freud, c'est toujours Freud qui parle, a été causée par Darwin, Charles Darwin, l'auteur de L'origine des espèces, ce livre célèbre où il est question de montrer que, contrairement à ce que les religions nous avaient toujours dit, que l'homme est une créature spéciale de Dieu, que nous venons d'Adam et d'Ève, Darwin va montrer en fait l'homme est le produit d'une longue évolution de l'animal. Vous imaginez le choc que cela a produit à l'époque, n'est-ce pas? Mais c'est ça. C'est pourquoi cette théorie, on l'appelle le darwinisme. Le darwinisme ou l'évolutionnisme. L'origine des espèces étant le livre, ou l'évolutionnisme. Et le livre phare de Darwin, c'est l'origine des espèces. Bien sûr, il a écrit d'autres ouvrages, n'est-ce pas? Vous pourrez voir ça dans sa bibliographie, n'est-ce pas? Donc, Charles Darwin. C'est ce qui fait que, présentement, d'ailleurs, en biologie, vous n'entendrez jamais un biologiste parler d'Adam et d'Ève quand il explique l'origine de l'homme. Donc, Adam et Ève, c'est plutôt une doctrine religieuse. Un scientifique, un biologiste, même s'il est musulman, s'il est chrétien, s'il a une religion, ne va jamais parler d'Adam et d'Ève dans le cadre de la science. Et ça, le pionnier, c'est Darwin. C'est pourquoi Freud dit la deuxième blessure de l'humanité a été causée justement par Darwin, qui a montré que nous ne sommes pas des êtres spéciaux, nous ne sommes pas une création comme ça spéciale de Dieu, mais nous sommes le fruit d'une évolution de l'animal. Ce sont les animaux, en évoluant, qui ont fini par donner les mammifères, voilà, une théorie sur laquelle beaucoup de religieux, de croyants refusent, n'est-ce pas, catégoriquement, et il y en a même qui ne sont même pas intéressés par l'argumentaire de Darwin. C'est un refus de principe. Voilà. Même à l'époque, c'était le cas. Il y en a qui avaient dit que quel que soit alpha, eux, ils ne viennent pas des singes, n'est-ce pas? Donc, ils ont refusé. Ils ne cherchent même pas à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, c'est ça la deuxième blessure causée à l'humanité. Freud dit maintenant, la troisième blessure a été causée.
la deuxième par Charles Darwin, la troisième blessure par lui-même. Comment? Parce que Freud va dire que pendant longtemps, jusqu'à lui, on avait toujours pensé que l'homme est un être dont la conscience, dont la raison sont en mesure de lui permettre de contrôler sa vie, de contrôler tout ce qu'il fait, de contrôler tout ce qu'il dit. Il dira, au contraire de cela, que non, la conscience n'est pas aussi importante qu'on le dit. Ce qui est plus important, c'est l'inconscient. Et on aura l'occasion de le montrer. N'est-ce pas? Donc, Freud va montrer que la troisième blessure a été causée par lui parce qu'il va montrer que l'homme est le jouet, n'est-ce pas, de puissance qui l'échappe. Il y a beaucoup de choses que nous disons, que nous faisons, nous pensons que c'est nous qui décidons. Souvent, je donne l'exemple aux élèves. Quand un élève, mais une personne de manière générale, dit « Moi, j'aime la couleur noire est ma couleur. » La couleur noire est ma couleur. Si vous lui demandez, consciemment, il va dire « Oui, non, c'est parce que tout le monde a une couleur préférée. Moi, il va essayer de justifier ça sur le plan purement rationnel. » Mais, si on se situe du point de vue de la psychanalyse, on va montrer que quand quelqu'un préfère la couleur noire, ça peut résulter d'une période qu'il a même oubliée et qui a fait que, depuis ce jour-là, il a tendance à plus aimer la couleur noire que les autres couleurs. Peut-être qu'il a vécu quelque chose, ou bien quelqu'un l'a influencé, et ces facteurs-là oubliés aujourd'hui sont les véritables explications de son amour ou bien de son attachement, n'est-ce pas, à cette couleur. Et nous reviendrons également sur cela. Donc, Freud dit, le moi, et c'est ça qu'il dit, n'est pas maître dans sa propre maison. Voilà l'une des phrases fétiches de Freud. Le moi, quand on dit le moi, c'est la conscience. Le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Voilà. On lui prête également une autre phrase, la conscience règne, mais ne gouverne pas. La conscience règne, mais ne gouverne pas. Ces deux phrases-là résument à merveille la psychanalyse freudienne. On peut d'ailleurs, parce que nous parlons depuis tout à l'heure de psychanalyse, on peut clarifier ce terme de psychanalyse. Quand on dit psychanalyse, n'est-ce pas, c'est formé à partir de deux mots, n'est-ce pas, la psyché, dont nous avions parlé lors du premier cours, et analysis, n'est-ce pas, l'analyse, n'est-ce pas. Donc la psyché, c'est l'esprit, n'est-ce pas, ici l'analyse. Donc la psychanalyse n'est rien d'autre qu'une analyse de l'esprit. C'est une théorie de la personnalité. Et ça nous rappelle justement l'objectif du cours qui justement porte sur la constitution de la personnalité de l'individu. D'accord? Donc, quand Freud maintenant dit le moi n'est pas maître dans sa propre maison, il veut dire que c'est vrai, nous avons une conscience, mais cette conscience-là ne dirige pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de choses que nous faisons, nous disons, parfois quand nous le disons, nous le faisons, nous pensons que c'est nous qui avons décidé ça librement. Alors que Freud montre qu'en réalité, ce n'est pas nous qui décidons toujours de ce que nous pensons décider. Il y a des choses qui nous échappent et qui sont à l'origine de nos décisions
de nos comportements. La conscience règne, mais ne gouverne pas. Ça montre aussi que la conscience est là, donc elle règne, mais elle ne gouverne pas, c'est-à-dire c'est pas elle qui décide de la plupart des choses que nous faisons, n'est-ce pas? Hein? C'est un peu, si nous voulons, un père de famille qui formellement est le père de famille, alors qu'en réalité c'est sa femme qui décide. Donc, si on voit le père de famille dans sa maison, il semble être le maître de la maison, alors que toutes les décisions importantes sont prises par la femme. Mais ça, extérieurement, on ne peut pas le voir, n'est-ce pas? Visiblement, on ne peut pas le voir. Donc, la conscience règne, elle est là, mais ce n'est pas elle qui dirige, qui est à l'origine de ce que nous faisons. Donc, c'est pourquoi Freud dit, la troisième blessure a été effectuée par moi, parce que j'ai montré que cette confiance que vous aviez toujours sur la conscience, sur la raison, ce n'est pas la chose la plus importante chez l'homme. La chose la plus importante, c'est plutôt l'inconscient. Et nous verrons justement dans cette leçon-là en quoi l'inconscient est la chose la plus importante. C'est pourquoi en petit 1, nous avons dit l'inconscient suscite, n'est-ce pas? Les débuts de la psychanalyse, il faut savoir que Freud a une formation médicale. Il est né en 1856 et il est mort en 1939. Et au départ, donc, il a une formation médicale. Il exercera la médecine toute sa vie durant. Mais Freud va s'orienter vers les maladies nerveuses. Parce que comme on le sait, l'homme n'est pas seulement confronté à des maladies organiques, physiques. Nous pouvons tomber malades par le choléra, comme on dit aujourd'hui. Ça, c'est des maladies qui touchent notre corps. Mais il y a d'autres maladies qui touchent notre esprit. Parce que l'homme est composé de corps et d'esprit. De la même façon que notre corps tombe malade, notre esprit également peut tomber malade. C'est pourquoi, très rapidement, Freud va s'orienter vers les maladies nerveuses, notamment grâce à 3 maîtres qui vont contribuer, n'est-ce pas, à le former. Le premier avec qui il a travaillé sur l'hystérie, Breuer. Vraiment, c'est le premier maître de Freud. C'est lui qui a été, n'est-ce pas, son formateur. Bien sûr, par la suite, ils vont travailler ensemble énormément sur les cas d'hystérie. Ensuite, Freud va avoir une bourse pour aller en France et aller rencontrer un spécialiste également des maladies nerveuses, Charcot, le docteur Charcot, Jean-Marie Charcot, n'est-ce pas, qui va également beaucoup contribuer à sa formation. Il ira également à Nancy, également en France, toujours en France, pour suivre, n'est-ce pas, les leçons de Bernheim, n'est-ce pas, de Bernheim. Donc, voilà les 3 figures vraiment qui ont contribué à la formation de Freud. Maintenant, sur quoi il travaillait, c'est sur l'hystérie. C'est quoi l'hystérie? L'hystérie est une névrose. C'est quoi une névrose? Une névrose, c'est une, même si certains refusent de l'appeler maladie, c'est une maladie de l'esprit, n'est-ce pas, qui fait que on souffre de quelque chose sans savoir qu'est-ce qui est à l'origine de cette souffrance. Je donne un exemple. Quelqu'un peut avoir des maux de ventre. Il a beau faire toutes les analyses, mais son médecin ne verra rien. C'est la même chose avec les maux de tête. Quelqu'un peut avoir des maux de tête. Il a fait toutes les analyses qu'il faut pour détecter, on ne voit rien. Souvent, le médecin va l'orienter vers un psychothérapeute parce que certainement, il a un problème dans sa vie, dans son passé, qui fait que ça influe sur sa vie présente. Parce qu'en psychanalyse, le mal d'aujourd'hui a toujours son origine dans le passé. Et ça, c'est une innovation également de Freud. Si nous sommes malades aujourd'hui,
La cause est toujours dans le passé. C'est pourquoi la cure psychanalytique, le traitement de la psychanalyse consiste à faire une enquête toujours sur le passé de l'individu. On reviendra sur le traitement. Donc, une autre forme de l'hystérie, ça peut être quelqu'un également qui, du jour au lendemain, ne peut plus parler. Quelqu'un qui parlait correctement et immédiatement ne sait plus parler. Il devient aphasique. Freud a montré, à travers une malade, que le fait de perdre l'usage de sa parole est dû à un problème, à un choc que cette personne-là a vécu dans sa vie. C'est le cas justement d'une malade dont Freud a parlé. N'est-ce pas? Donc l'hystérie fait partie des névroses, de ces premières maladies identifiées du psychisme, n'est-ce pas, sur lesquelles Freud va beaucoup travailler. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui va lui permettre radicalement de soigner ces genres de maladies-là? Freud va revoir la configuration de notre esprit. Je l'ai dit tout à l'heure, si nous faisions une représentation du psychisme chez Descartes, hein, si je représentais ici tout notre esprit, n'est-ce pas? Donc là, c'est l'esprit, ou bien le psychisme, n'est-ce pas? On pourrait dire en ce moment-là que chez Descartes, notre psychisme, notre esprit, n'est-ce pas, est occupé intégralement par la conscience. Parce que Descartes nous dit, on n'est pas conscient que quand, n'est-ce pas, on n'est pas concentré, on est déconcentré, ou bien on dort, mais les pensées inconscientes ne sont pas des parties en tant que telles de l'esprit. Ouais. Donc il y a une certaine coïncidence entre notre esprit et la conscience chez Descartes. Alors que Freud, lui, va changer totalement cela. C'est pourquoi on parle de topique, c'est la division. Donc il va dire, plutôt que de faire occuper tout notre esprit par la conscience, il faut d'abord montrer qu'il y a, c'est vrai, la conscience, mais il y a également le préconscient et l'inconscient. Voilà la nouvelle division que Freud va faire de notre esprit à partir de 1900. Ce qu'on appelle la première topique. N'est-ce pas? Et entre l'inconscient, ici, le préconscient et le conscient, il y a ce que Freud appelle la censure. La censure, n'est-ce pas? On va y revenir aussi sur son rôle. Sur son rôle. Qu'est-ce que cela signifie? Dire conscience, préconscient, inconscient. Freud dit, quand l'individu naît, quand l'enfant naît, il a d'abord l'inconscient. Il a des pensées inconscientes. N'est-ce pas? Et ces désirs-là essaient de quitter l'inconscient pour aller vers le préconscient et le conscient. Parce que l'inconscient est régi par ce qu'on appelle le principe de plaisir. Donc ici, le principe de plaisir. C'est-à-dire, dans l'inconscient, il y a des désirs refoulés. N'est-ce pas? Des désirs, des souvenirs, n'est-ce pas, refoulés. Et Freud va dire, et c'est ça son innovation,
que la plupart de ces désirs, n'est-ce pas, de ces pulsions sont de nature sexuelle. Mais il faut bien très rapidement préciser, quand Freud parle de sexualité, ce n'est pas seulement ce qu'on entend par sexualité en termes de rapport sexuel. Le sexuel, c'est tout ce qui procure du plaisir. Voilà, c'est tout ce qui procure du plaisir. Donc la conception de la sexualité chez Freud est beaucoup plus large, n'est-ce pas, que ce qu'on a l'habitude de dire. Donc l'inconscient est le soubassement de nos désirs. C'est de là que proviennent nos désirs. Quand j'ai l'habitude de dire que si on suit Freud dans son explication, le fait d'avoir des désirs, ce n'est pas une décision de l'homme. Ce n'est pas une décision de l'individu. Quelle que soit votre importance dans la société, quelle que soit votre valeur dans la société, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas refuser d'avoir des désirs. Les désirs ne sont pas décidés par l'individu. Voilà. Les désirs apparaissent. C'est la partie animale de l'homme. C'est la partie bête de l'homme. Maintenant, de deux choses l'une. On a les désirs et on les satisfait, mais on ne les satisfait pas. Mais la production des désirs, c'est quelque chose qui échappe carrément à notre contrôle. Et vous voyez nettement déjà la différence avec Descartes. N'est-ce pas? Quand nous désirons des choses, ce n'est pas nous qui disons à un certain moment, moi je désire. Non. Le désir apparaît naturellement à l'individu. C'est pourquoi il n'y a aucune honte, n'est-ce pas, à avoir des désirs, même des désirs sexuels, parce que c'est tout à fait quelque chose de naturel. Ça n'a rien de pervers, hein, mais c'est simplement humain, hein, comme dit Nietzsche, humain, trop humain. C'est vraiment une affaire humaine. Voilà. Et maintenant, les désirs qui naissent de l'inconscient, comme c'est le principe de plaisir, voudraient être satisfaits. C'est pourquoi Freud dit qu'il y a trois possibilités. Un désir qui se déclare peut être satisfait, ce qu'il appelle la satisfaction directe. Parce que la censure, c'est quoi la censure? La censure, c'est ce qui interdit la satisfaction de certains désirs. Ça peut être la religion, la société, les parents, n'est-ce pas? Un désir peut se déclarer, mais que la société considère que ce n'est pas encore le moment, ou bien ce n'est pas possible de le satisfaire. Et en ce moment-là, n'est-ce pas, on va vers ce que Freud appelle le refoulement. C'est-à-dire, on fait retourner le désir dans l'inconscient. C'est pourquoi l'inconscient est occupé également par des désirs refoulés. Des désirs refoulés. Si un désir maintenant n'est pas censuré, interdit, n'est-ce pas, il est satisfait. Ce que Freud appelle la satisfaction directe. Là, il n'y a pas de problème. Votre désir, il n'y a aucun obstacle qui l'empêche d'être satisfait, il est satisfait. Il y a une troisième possibilité, dit Freud, c'est la sublimation. C'est quoi la sublimation? Je ne peux pas satisfaire le désir. Je ne peux pas le refouler. Mais je peux le satisfaire de façon indirecte. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a vraiment une forte envie de violence, de tuer, disons. Il ne peut pas le faire parce qu'il y a la censure. Parce qu'il le fait, il atterrirait en prison. Il peut regarder un film très violent, n'est-ce pas? Et à travers la violence d'un personnage, d'un auteur du film, il peut se sublimer. C'est-à-dire, quand l'autre dans le film va causer de la violence, c'est comme si c'était lui qui le faisait. Et là, il est en train de satisfaire de manière indirecte, de façon détournée, n'est-ce pas, un désir. C'est la même chose avec l'amour, c'est la même chose avec les rapports sexuels et tout. Donc, l'individu, c'est pourquoi Freud dit les artistes sont souvent, dans leurs œuvres, ils sont toujours en train de se sublimer, la plupart du temps. D'ailleurs, il a consacré un livre à ce
grand artiste Léonard de Vinci, souvenir de Léonard, pour montrer le lien entre la vie de Léonard de Vinci, pour montrer que l'œuvre d'art est une forme de sublimation souvent de l'artiste. Voilà. Ici au Sénégal, si on ne va pas jusqu'à parler de Léonard de Vinci, on peut donner un artiste qui fait par exemple un clip au palais. Le fait d'être au palais peut être une forme de sublimation. Peut-être qu'il ne peut pas être président pour le moment, mais le fait de jouer à être le président va le satisfaire considérablement. Peut-être va réaliser un rêve d'enfance. Donc, les désirs qui quittent l'inconscient veulent accueillir au conscient. Parce que le conscient, c'est ce qui est en contact avec la réalité. Un désir qui arrive ici est satisfait. Mais avant d'arriver ici, il y a une sorte de salon, nous dit Freud, le préconscient, où séjournent les désirs qui ont été filtrés déjà par l'inconscient. Excusez-moi, le préconscient. Et ces désirs-là peuvent accéder également au conscient pour être réalisés, n'est-ce pas? Donc, là, on voit nettement dans la première topique que l'esprit n'est plus totalement composé par la conscience. Première chose à remarquer. Deuxième chose à remarquer, la conscience n'a plus cette importance qu'elle avait chez Descartes. Vous voyez que elle vient en troisième position. Parce qu'un enfant commence par être inconscient, préconscient et ensuite conscient. Au départ, c'est pourquoi les enfants, nous le constatons bien, ne savent que ce qu'ils veulent. Parce qu'ils sont régis par le principe de plaisir. Un enfant, si on ne lui donne pas ce qu'il veut, n'est-ce pas, il a ses caprices. Mais c'est au fur et à mesure qu'il va grandir que l'enfant va se rendre compte qu'il y a des choses qu'on peut vouloir, qu'on peut désirer et qui ne sont pas possibles. N'est-ce pas? Donc, c'est ça qu'on appelle la première topique freudienne et qui a été mise sur pied à partir de 1900. Mais à partir de 1920, Freud va changer cette première topique. Pourquoi? Parce que en mettant comme ça la conscience, le conscient, le préconscient et l'inconscient, on a l'impression que c'est trois parties qui sont nettement distinguées. Freud dit en réalité, c'est plus dynamique que ça. Donc, c'est pour des raisons de dynamisme, pour montrer que ces trois instances-là sont très liées les unes les autres, que Freud va changer, n'est-ce pas, la configuration de la première topique. Et au lieu de parler de conscient, préconscient, donc ici, le conscient, le préconscient et l'inconscient, il va dire cette fois-ci le ça, le moi et le surmoi. Ce qui est plus connu aujourd'hui, c'est la division la plus célèbre. Le ça, c'est ce qu'il appelait dans la première topique l'inconscient. C'est là où naissent nos pulsions, n'est-ce pas? La plupart de nos désirs. D'ailleurs, le nom, le ça, le mot ça, c'est quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas précis. Ça, quand on dit ça, c'est comme, mais si je sais que ça c'est un sac, je ne vais pas dire ça, je vais dire le sac. Qu'est-ce qu'il veut montrer par là? Que dans le sac, on ne sait pas ce qui s'y trouve. C'est pourquoi il compare l'inconscient à une chambre noire, fermée et obscure, où on ne sait pas ce qui s'y trouve. C'est pourquoi Freud dit on ne peut pas connaître directement le contenu du ça, le contenu de l'inconscient. On ne peut les connaître que par le biais des lapsus, qui vient de lapsi, n'est-ce pas? Les actes manqués. Les actes manqués, mais également les rêves, n'est-ce pas? Les oublis involontaires.
mais aussi par les maladies nerveuses, les névroses, les psychoses. Je reprends. Freud va montrer, d'ailleurs, il l'écrira, pourquoi l'hypothèse de l'inconscient est nécessaire. D'ailleurs, il y a un sujet de dissertation que cela me rappelle toujours. L'hypothèse de l'inconscient est-elle nécessaire? C'est un sujet de bac. Et je dis aux élèves, si vous suivez bien la leçon sur la psychanalyse, ce sujet-là est un cadeau. L'hypothèse de l'inconscient est-elle nécessaire? Pour Freud, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que sans cette hypothèse de l'inconscient, vous ne pourrez pas expliquer correctement les lapsus. On y reviendra. Vous ne pourrez pas expliquer les actes manqués. Vous ne pourrez pas expliquer correctement les oublis involontaires. Vous ne pourrez pas interpréter les rêves. Vous ne pourrez pas soigner les névroses. Vous ne pourrez pas soigner les psychoses. Justement. Si on se limitait à cette configuration de l'esprit telle que Descartes, les cartésiens l'ont établi, on ne pourrait pas expliquer tout ceci. C'est pourquoi la première chose à montrer, c'est que pour Freud, l'hypothèse de l'inconscient est absolument nécessaire. Sinon, on ne pourrait pas expliquer ces différents facteurs. Maintenant, c'est quoi un lapsus? Il y a deux types de lapsus. Notamment, il y a les lapsus quand on écrit un mot qu'on ne voulait pas écrire et on s'empresse de l'effacer. C'est les lapsus calami. Les lapsus lingué, je veux dire quelque chose, mais je dis quelque chose d'autre. Par exemple, un élève qui veut appeler son camarade Modou, il dit Astou. Et il essaie de se rattraper en disant excusez-moi, je voulais dire Modou. Pour les cartésiens, c'est une simple erreur. Mais pour Freud, ce n'est pas une erreur. Peut-être, si on analyse la psychanalyse encore une fois, on analyse son esprit, donc le travail psychanalytique peut durer des mois, parfois même des années, ça peut durer même 10 ans. On finira par comprendre que si le mot Astou, le nom Astou lui a échappé, c'est parce que présentement, c'est la personne qui l'intéresse le plus, mais peut-être qu'il a honte vis-à-vis de ses camarades de se l'avouer. Ou bien il y a des facteurs qui font qu'il ne veut pas que ses camarades le sachent. Mais comme cette pulsion-là est forte, il ne peut pas le contrôler, ça lui a échappé. Freud donne un exemple de lapsus, l'un de ses exemples les plus célèbres, quelqu'un qui devait être destitué dans une réunion, et il doit ouvrir la réunion. Au lieu de dire « je déclare la réunion ouverte », il dit « je déclare la réunion close ». Vous comprenez? Parce que inconsciemment, il n'a pas intérêt à ce que la réunion se déroule. Donc, les lapsus que nous faisons ne traduisent pas des erreurs banales. Ça nous renseigne sur l'état de notre inconscient. Pourquoi? Même si l'inconscient est une chambre obscure à laquelle nous ne pouvons pas accéder directement, on peut y accéder indirectement par le biais des lapsus. Voilà. C'est pourquoi il a écrit également un ouvrage sur sa psychopathologie de la vie quotidienne, qui fait partie de ses ouvrages. Les actes manqués aussi, c'est la même chose. J'entre dans ma chambre pour prendre mon cahier. Au lieu de prendre mon cahier, je prends mes chaussures. Et au moment de prendre mes chaussures, je me rends compte que je ne voulais pas prendre les chaussures, mais en fait le cahier. Freud dirait que, au fond, ce n'est pas apprendre qui vous intéresse. Peut-être consciemment, c'est ça, à ça que nous allons arriver. Souvent, la conscience essaie de maquiller la vérité. La vérité est que peut-être vous êtes plus intéressé par le terrain, vous voulez aller vous entraîner. Mais à cause de vos parents, à cause de l'examen que vous devez faire, à cause des autres,
vous semblez vouloir prendre le cahier pour aller apprendre. Mais votre désir le plus ardent, ce n'est pas d'aller apprendre, mais c'est d'aller jouer. Par exemple, au football. Donc, vous avez manqué votre acte. C'est ça qu'on appelle un acte manqué. Comprenez? Les oublis involontaires, c'est la même chose. C'est quand vous avez des trous de mémoire. N'est-ce pas? Vous oubliez quelque chose dont vous êtes à peu près sûr que non, ça je le sais, mais vous êtes incapable de vous en rappeler. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui vous empêche d'être. Mais vous savez que vous le savez. Mais vous avez du mal à accéder à cette information. Donc, c'est ça qu'on appelle justement les oublis involontaires. Mais le moyen maintenant, d'après Freud, le plus sûr, le moyen le plus sûr, le moyen le plus efficace d'accéder à l'inconscient de l'individu, ce sont les rêves. C'est pourquoi il dit, le rêve est la voie royale qui mène à l'inconscient. Si vous voulez connaître, c'est pourquoi dans le traitement psychanalytique, on demande aux malades de se coucher sur le divan et de raconter, n'est-ce pas, parmi les choses qu'il raconte, il y a ses rêves. Freud lui-même, pour mettre sur pied la psychanalyse, a travaillé sur ses propres rêves pendant longtemps. Vous voyez? Donc, Freud va montrer qu'un rêve n'est jamais innocent. Un rêve cache toujours une signification. C'est pourquoi il distingue dans le rêve deux types de choses. Le rêve manifeste, c'est ce dont on se souvient en se réveillant. Et le rêve latent, c'est le sens caché du rêve. C'est pourquoi les psychanalystes sont d'avis que le début de la psychanalyse a commencé avec la sortie du livre de Freud, l'interprétation des rêves. L'interprétation des rêves. Donc c'est ce livre-là qui date, n'est-ce pas, la psychanalyse. Freud va montrer, contrairement à ce qu'on pensait, qu'un rêve, peut-être, c'est pourquoi là il va s'éloigner des religions, que ce n'est pas Dieu qui parle à travers nos rêves. Il n'y a pas de rêve également prémonitoire qui nous informe sur le futur. Freud aussi récuse cette signification du rêve. Pour lui, un rêve est toujours l'expression de désir inconscient. Ça signifie quoi? Que quand nous ne dormons pas, la censure, si nous nous référons à la première topique, a tendance à s'opposer à beaucoup de choses. Le rêve est l'occasion que l'individu a pour réaliser des désirs qu'il ne peut pas réaliser effectivement dans la réalité. Parce que quand on dort, la censure baisse. Freud compare ce phénomène-là à quelqu'un qui veut voyager dans un autre pays et qui n'a pas de visa. Il va essayer de se camoufler, n'est-ce pas, pour tromper la vigilance des gardes frontaliers. Quand on rêve également, c'est pourquoi, mais ce n'est pas vraiment utile pour cette leçon, si nous devions décomposer le rêve, Freud dit il y a des phénomènes de déplacement, il y a des phénomènes de condensation dans le rêve. Par exemple, je peux rêver d'être dans un pays où je ne suis jamais allé. C'est le rêve qui fonctionne comme ça pour que la censure ne puisse pas bloquer la satisfaction du désir. C'est pourquoi il peut arriver que je parle dans le rêve avec quelqu'un que je n'ai jamais vu, eh bien avec qui je n'ai aucune relation. N'est-ce pas? Donc il y a ce phénomène de déplacement, il y a le phénomène de condensation. Donc il va développer toute une théorisation sur le rêve pour pouvoir interpréter, c'est-à-dire donner une signification du rêve. Donc, le rêve également apparaît comme le moyen par excellence qui nous permet de connaître le ça. N'est-ce pas? C'est pourquoi le ça, comme on l'avait dit dans la première topique, est régi par le principe de plaisir. N'est-ce pas? Le ça voudrait que ses désirs soient satisfaits. L'autre instance dont nous avons parlé, n'est-ce pas, qui va être le surmoi,
Donc, qui est dans la deuxième. Donc, dans le deuxième topic, il y a le ça, il y a le moi et il y a le surmoi. Le ça, comme je viens de le dire, c'est là où se trouvent nos pulsions, ce que Freud appelle la libido. Ça, un élève de terminale doit également bien le retenir. C'est quoi la libido? La libido, c'est l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, n'est-ce pas, qui se trouve en chacun de nous. Voilà. Quand quelqu'un éprouve un désir sexuel, c'est dû à sa libido. N'est-ce pas? Et cette libido-là n'est pas sous la commande, n'est-ce pas, sous le contrôle de la conscience de l'individu. Vous voyez? Donc, notre ça est constitué en partie par la libido, par les souvenirs, par les désirs refoulés, essentiellement. Le surmoi, maintenant, comme son nom l'indique, c'est une instance qui est au-dessus du moi. C'est pour jouer le rôle de censeur, parce que c'est avec le surmoi qu'on intériorise, n'est-ce pas, les valeurs parentales, n'est-ce pas, sociétales, n'est-ce pas, pour les respecter. C'est ça qu'on appelle le surmoi. Donc le surmoi, c'est l'instance morale qui dit quel désir doit être satisfait, quel désir ne doit pas être satisfait. Et le surmoi est régi par le principe de réalité. Maintenant, on a dit dans la deuxième topic le ça, le surmoi et le moi. Le ça veut que ces désirs soient satisfaits. Le surmoi ne veut pas que certains désirs soient satisfaits. Le moi va jouer le rôle d'arbitre. Le moi, la conscience, va jouer le rôle d'arbitre. N'est-ce pas? Un désir qui quitte le ça, s'il n'y a aucun obstacle posé par le surmoi, peut être satisfait. Mais un désir qui quitte le ça, qui est bloqué par le surmoi, n'est-ce pas, va être refoulé vers le ça. Vous voyez? Donc, on a une configuration beaucoup plus simplifiée, n'est-ce pas, de la première topic. Dans la première topic, on avait parlé du conscient, du préconscient, de l'inconscient et de la censure. Mais dans la deuxième topic, il n'y a que trois instances, le ça, le moi et le surmoi. N'est-ce pas? Tout cela, qu'est-ce que ça permet de montrer? Ça permet de montrer que ce soit le moi ou bien le surmoi, au départ, c'est des instances qui ne sont pas là. Autrement dit, la conscience est une acquisition. Le surmoi est une acquisition. Ce qu'il y a au départ et qui est le fondement de l'individu, c'est son inconscient. C'est pourquoi Freud dit l'inconscient peut exister sans le conscient, mais le conscient ne peut pas exister sans l'inconscient. Autrement dit, ce bâtiment-là peut avoir un fondement sans avoir de mur, mais il ne peut pas avoir de mur sans avoir de fondement. Donc l'homme est constitué au départ par son inconscient. C'est pourquoi ces dysfonctionnements psychiques, ces maladies psychiques, leur origine sont toujours, n'est-ce pas, l'inconscient. C'est ça qui a poussé Freud maintenant à revoir également la théorie de la sexualité. Il va publier un autre ouvrage, 3 essais sur la sexualité. Et c'est ça qui va, je le rappelle souvent aux élèves, qui va choquer considérablement au départ avec la psychanalyse. Parce que Freud va dire que pendant longtemps, on situe la sexualité avec la puberté. En 4e, notamment, on essaie de montrer que voilà, l'apparition des caractères sexuels, n'est-ce pas, c'est tel âge. Freud va dire non. En réalité, la sexualité commence avec le bébé, avec le nourrisson.
avec l'enfant. Il va dire que le nourrisson est un pervers polymorphe. Qu'est-ce que cela veut dire? Que, je vous ai dit tout à l'heure, que par sexualité, il ne faut pas entendre seulement les rapports sexuels. C'est le plaisir que l'individu peut tirer de quelque chose, bien de quelqu'un. C'est pourquoi Freud va dire qu'il y a 3 stades dans la sexualité de l'homme. N'est-ce pas? La première, ce qu'il appelle le stade oral. Le deuxième, le stade anal. Et le troisième, le stade phallique. Maintenant, avant le stade phallique, qui est le troisième stade, il y a 2 complexes. Il y a le complexe de castration. Le complexe de castration et le complexe d'Oedipe. Autrement dit, l'enfant au départ cherche son plaisir en tétant par sa bouche. Un bébé qui tète ne cherche pas seulement à se nourrir, nous dit Freud. Il y a un plaisir dans l'acte même de téter. Ce qu'il appelle, il dit l'enfant transforme sa bouche en jaune érogène. Pour preuve, Freud nous dit qu'il peut arriver qu'un enfant soit rassasié en tétant, mais refuse de lâcher le sein de sa mère. Les mamans connaissent bien ce phénomène-là. Donc, bien qu'étant rassasié, si l'enfant tient coûte que coûte à continuer à téter, Freud nous dit donc ce n'est plus un problème de nourriture, mais c'est un problème de plaisir. L'enfant éprouve énormément de plaisir à téter le sein de sa mère. C'est pourquoi il l'appelle le stade oral. Parce que ce qu'il faut retenir dès à présent, c'est que ces 2 stades-là, le stade oral comme le stade anal, sont des plaisirs auto-érotiques. Plaisir auto-érotique. C'est-à-dire, l'enfant utilise son corps pour se faire plaisir. On verra que avec le troisième stade, le stade phallique, l'enfant va s'orienter maintenant vers un autre corps. C'est la naissance de l'amour, n'est-ce pas, en psychanalyse. Donc, le stade oral, c'est le premier stade. Maintenant, Freud dit, dans l'évolution sexuelle de l'enfant, il arrive un moment où, c'est pourquoi il dit, le premier stade, c'est de la naissance au sevrage. Il y a des périodes. Pour cette période-là. Maintenant, le stade qui vient après, parce que l'enfant doit dépasser le stade oral, normalement, ou bien que ça donne les 2 cohabiter. Le stade anal maintenant, c'est de 1 à 3 ans. C'est cette période-là. Et l'enfant, le plaisir qu'il éprouvait à partir de sa bouche, maintenant, il l'éprouve à partir de son anus. N'est-ce pas? L'enfant, en déféquant, en urinant, éprouve énormément de plaisir. Donc, les premières réprimandes de ses parents, il y a un problème de propreté qui va se poser, n'est-ce pas? Parce que l'enfant ne distingue pas. Là, il doit déféquer et là, il doit uriner. Parce que, justement, en urinant, l'enfant se fait énormément plaisir, mais en déféquant. Donc, le fait d'uriner ou bien de déféquer, ce n'est pas seulement un besoin naturel. Parce que Freud, ce qu'il montre, c'est que le plaisir sexuel utilise toujours des organes naturels pour les transformer en objets sexuels. La bouche, ce n'est pas un plaisir au départ, c'est pas fait, c'est pour boire, manger, mais la bouche peut être transformée pour éprouver du plaisir, etc., etc. Donc, le stade anal signifie que l'enfant utilise son anus pour se faire plaisir. Voilà. C'est pourquoi, si un adulte, parce qu'il arrive un moment où ce que Freud appelle l'amnésie infantile, il arrive un moment où l'enfant, pour être normal,
doit oublier ces deux périodes. S'il ne les oublie pas, il y a des troubles sur le plan psychologique. Les troubles les plus connus sont le masochisme, le sadisme. C'est quoi le sadisme? Du nom de cet écrivain, le marquis de Sade, dont les héros de ces romans sont terribles en termes de violence. Le sadisme est un comportement sexuel qui signifie que l'individu peut jouir de l'autre quand lui faisant mal. Parce que le sadique, pour pouvoir éprouver le maximum de plaisir, doit blesser l'autre, doit lui faire mal. Et ça, la psychanalyse montre que ce trouble naît de l'incapacité à oublier le stade anal. Donc cet oubli-là de l'enfant est nécessaire pour que l'enfant ait une bonne santé mentale. L'inverse, le masochisme, c'est quand l'individu, au lieu de faire du mal à l'autre, demande à ce qu'on lui fasse mal. Là aussi, c'est une perturbation psychique de l'individu, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des personnes aussi comme ça, qui cherchent dans leur couple à ce que l'autre leur fasse mal. Ce qu'on appelle des masos. D'ailleurs, on utilise souvent dans les films les diminutifs sadomaso. Maintenant, il y en a qui ont les deux, les sadomasochistes, qui autant cherchent à faire mal aux autres, mais cherchent également à ce qu'on leur fasse mal. Donc, troisième, les sadomasochistes. Et ça, tous ces deux troubles-là découlent de ce manque, n'est-ce pas, d'oubli du stade anal. Maintenant, Freud va dire, après les deux stades, l'enfant va être confronté à deux complexes. Le complexe de castration, c'est quoi? Ça résulte de cette tendance des parents à toujours réprimander l'enfant quand il joue avec ses parties génitales. C'est plus complexe que ça, mais on peut se contenter de ça dans ce cours. Le complexe d'Œdipe, certainement les élèves connaissent l'histoire de Oedipe, n'est-ce pas, dans le théâtre de Sophocle, qui a écrit Oedipe roi, n'est-ce pas, où il raconte un peu Sophocle, Oedipe roi, n'est-ce pas, c'est le tome 1 d'ailleurs, il y a un tome 2, Oedipe à Colombe. Mais c'est le tome 1 qui nous intéresse. Et dans Sophocle, il nous montre comment quelqu'un à qui il était prédit que vous tuerez votre père et vous allez épouser votre mère, en faisant tout pour échapper à ce destin-là, finit par le réaliser. Voilà. Parce que Sophocle nous montre que à chaque fois que Oedipe pose un geste pour fuir son destin, il est en train de le réaliser. Mais ce qui intéresse Freud dans cette histoire-là, c'est le fait qu'Oedipe tue son père et va finir par épouser sa mère. Ça signifie quoi sur le plan psychanalytique? Quand l'enfant atteint le complexe d'Oedipe, il y a une jalousie qui se développe pour le garçon vis-à-vis de son père, parce qu'il voudrait, parce que n'oublions pas qu'on est quasiment au stade phallique, l'enfant n'est plus satisfait par les plaisirs qu'il tire de son corps, sur le plan buccal, sur le plan anal. Il veut un autre corps pour satisfaire ses désirs. Et en ce moment-là, le corps, ou bien les corps qui sont les plus proches de l'enfant, ce sont les corps de ses parents. C'est pourquoi le petit garçon a tendance à penser que sa mère c'est sa copine et c'est sa propriété. Donc il développe une jalousie vis-à-vis de quiconque s'en approche, y compris son père. C'est pourquoi Freud nous dit, l'enfant, le garçon, le petit garçon est jaloux de son père, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce qu'il voudrait avoir à sa disposition uniquement sa mère. Donc il déteste son père à cause de cela. C'est la même chose
avec la fille, c'est un peu l'inverse. Donc, mais ce qui est plus important dans cette partie-là, Freud nous dit que la plupart des névroses proviennent de ce moment-là. Si pendant ce moment-là, ce problème n'est pas réglé, ça peut avoir des répercussions sur la personnalité de l'individu, n'est-ce pas, quand il devient adulte. N'est-ce pas? Pour atteindre le stade phallique, c'est-à-dire l'amour maintenant qui naît, parce que l'enfant très rapidement va se rendre compte après que son père, sa mère ne peuvent pas être ses partenaires. Il y a la prohibition de l'inceste qui va intervenir, l'interdiction de l'inceste. L'enfant va très rapidement comprendre, en grandissant, que son père, c'est son père, sa mère, et qu'il ne peut pas y avoir de relation sexuelle ou bien de plaisir avec ces personnes-là. Donc, la règle de la prohibition de l'inceste, c'est le fait de coucher avec un proche parent, trop proche, n'est-ce pas? L'inceste. N'est-ce pas? Dans la leçon nature et culture, n'est-ce pas, vous l'avez vu, ou bien vous verrez ça. C'est quand une personne se marie avec un parent trop proche, par exemple un père, ou bien des relations sexuelles, un père avec sa fille, ou bien un frère avec sa sœur. Voilà. C'est ça qu'on appelle un peu l'inceste. Mais l'enfant va comprendre que non, sa mère ne peut pas être sa copine, son père la même chose, donc il réoriente maintenant son amour vers des personnes avec qui il n'a pas ses liens directs. Et c'est ça le stade phallique, n'est-ce pas, qui clôt le développement, n'est-ce pas, de la sexualité chez l'enfant. N'est-ce pas? Maintenant, en quoi tout ça c'est important pour nous? Parce que nous étions partis pour cerner la personnalité de l'homme. C'est problématique du sujet. Nous avons vu que pour les cartésiens, de manière générale, n'est-ce pas, pour les rationalistes qui sont dans le sillage de Descartes, c'est la conscience qui est notre, n'est-ce pas, moteur. C'est un peu la conscience, la raison qui prédomine chez l'homme, qui constitue l'essentiel de la personnalité de l'individu. Nous savons tout ce que Platon dit sur le corps, n'est-ce pas, notamment en disant que le corps est le tombeau de l'âme, n'est-ce pas, et que c'est la raison qui doit prédominer chez l'individu. Idem également pour Descartes, mais l'arrivée de Freud montre qu'en réalité, il n'y a pas que la conscience, il n'y a pas que la raison, il y a beaucoup de choses que nous désirons. Même quand nous disons, moi j'aime tel plat et non pas tel autre. Même ce qui fait que vous aimez telle personne, vous avez tendance à rationaliser en disant que je l'aime, mais parfois vous pouvez oublier les raisons profondes, cachées, qui font que vous vous attachez à cette personne. Donc, Freud dit, la conscience c'est l'arbre qui cache la forêt. Je dis souvent aux élèves, c'est comme du vernis. Si on enlève le vernis, on verra d'autres éléments qui sont cachés chez l'homme. Donc, on a la personnalité de l'individu est très complexe. L'homme est obscur. Pourquoi la psychologie parle d'opacité? L'homme est un être opaque. C'est pourquoi je dis très souvent aussi aux élèves, quand vous entendez quelqu'un dire je le connais, il faut dire que c'est très prétentieux, connaître une personne. Parce que la personne elle-même a du mal à se connaître. Combien de fois quelqu'un a dit je ne ferai jamais ça et un jour se mettre à le faire? Et pourtant, quand il le disait, il en était convaincu. Ce n'était pas de la malhonnêteté. Parce que la psychanalyse nous a montré que nous ne sommes pas totalement maîtres de nous-mêmes. Il y a des forces puissantes, tapies dans l'homme qui nous échappent et par rapport auxquelles nous n'avons pas toujours un contrôle. L'image que Freud donne sur ce plan-là est très très éclairante. Il nous dit que c'est comme un village qui est à côté d'un fleuve. L'eau retenue par une digue ou bien un barrage. Tant que le barrage est solide et retient l'eau, le village est sec. N'est-ce pas? Mais quand l'eau devient trop volumineuse,
le barrage peut rompre, la digue peut céder et le village est inondé. Il arrive que l'individu perd le contrôle de lui-même. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est en ce moment-là que les maladies apparaissent, parce que Freud nous dit l'inconscient est comparable à un sac. À un sac. À chaque fois que j'ai un désir, je ne peux pas le satisfaire. Le désir est refoulé. On le fait retourner, refouler, retourner. Je fais et je remets dans le sac. Voilà. Un excès de refoulement. C'est pourquoi Freud nous dit, pour avoir une santé mentale, c'est impossible de satisfaire tous ses désirs. C'est impossible. C'est pas bon aussi que quelqu'un refoule tout le temps. La preuve que c'est pas possible, on peut beau refouler et parfois faire des rêves mouillés. Quelqu'un peut rêver et profiter de son rêve, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour satisfaire un désir. Et au réveil, il va s'en rendre compte. Donc, l'excès de refoulement cause une saturation de notre inconscient, et quand il y a saturation, il y a déversement. Déversement sous forme de névrose, forme de maladie moins grave, on souffre, mais on n'a pas une personnalité qui est plus problématique, n'est-ce pas? Forme plus grave, les psychoses. Parce que les psychoses sont traitées dans le cadre de la psychiatrie à l'hôpital, n'est-ce pas? Les névroses dans le cadre de la psychanalyse. N'est-ce pas? Et quand l'individu n'a plus le contrôle de lui-même, il tombe dans la maladie mentale. Parce que la normalité d'après Freud, la santé mentale, c'est tant que le conscient peut arbitrer entre les désirs du ça et les interdictions du surmoi. Tant que l'individu parvient à négocier, parce que vivre justement c'est négocier, parce que ça je le rappelle aussi tout le temps, nous sommes écartelés entre notre partie bête animale et notre partie ange. C'est pourquoi on dit que l'homme est entre la bête et l'ange. L'ange, c'est les considérations morales, les considérations religieuses, les considérations sociales. La bête, c'est les pulsions, les désirs que nous avons et qui ne sont pas toujours cautionnés par notre société, par la religion. Et l'individu doit toujours trouver un équilibre, c'est-à-dire satisfaire certains désirs, en refouler d'autres. Et tant que ça fonctionne, on parle de santé mentale. Mais la maladie mentale arrive quand, comme je l'ai dit tout à l'heure, la digue cède, la conscience est débordée, n'est-ce pas? On peut donner l'exemple des névroses de phobie, par exemple. Quelqu'un, c'est pourquoi la dernière fois je l'ai rappelé, tout ça, ce n'est pas de la théorie seulement, on peut donner des exemples concrets. Dans le cadre de ce confinement à demi, ou bien dans d'autres pays où c'est carrément le confinement, il y en a qui auront de sérieuses problèmes, parce qu'il y en a des claustrophobes. Il y en a qui ne peuvent pas vivre enfermés. C'est une névrose, la claustrophobie. Et pourtant, visiblement, il n'y a aucun danger. C'est comme quand quelqu'un a peur d'un animal, d'une grenouille, d'un animal inoffensif. Visiblement, la grenouille n'est pas si dangereuse que ça. Et pourtant, si vous jouez à le lancer, la grenouille, vous pouvez le tuer. Donc c'est des phobies, des peurs. Quand on dit phobie, c'est des peurs, mais qui dominent l'individu au point que sa conscience ne lui permet pas d'avoir un rapport correct avec cet animal ou bien avec son espace. N'est-ce pas? Mais les névroses sont moins graves que les psychoses parce que les névrosés sont dans la société. N'est-ce pas? D'ailleurs, il y en a beaucoup. Ici en Afrique, comme on n'est pas trop au fait de ces théories-là, beaucoup souffrent en l'ignorant. C'est pourquoi je dis souvent, il y a beaucoup de souffrance dans la société, souvent qui est ignorée. Il y a des personnes qui souffrent en silence, mais ici on pense que vous êtes malade que quand vous êtes atteint organiquement, physiquement. N'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle être malade. Alors qu'il y a des personnes qui physiquement sont en bonne santé, mais psychiquement, sur le plan de l'esprit, sont malades. Ils souffrent, mais ils ne peuvent pas parler de leur souffrance. Ils ne
présent derrière l'un de nos maîtres, Mormay, qui parlait de NEP, n'est-ce pas, national au Sénégal. Maintenant, les cas de psychose, là, c'est plus profond, de détérioration de l'esprit, c'est traité dans le cadre de la psychiatrie. À l'hôpital, par exemple, l'hôpital FAN est spécialisé, n'est-ce pas, dans le traitement des psychoses. Voilà. Donc, voilà, on peut ramasser la psychanalyse. La psychanalyse, ce qu'on doit dire sur la psychanalyse. Maintenant, j'attends bien sûr les questions pour beaucoup plus de précision dans certaines explications. Je vais terminer par les critiques parce que quand on vous donne un sujet, il faut toujours rappeler, c'est vrai, il y a certains qui ne sont pas élèves, parfois des parents ou non, qui suivent ces cours-là. Il faut rappeler que tout ce que nous disons est en rapport avec nos programmes pour préparer les candidats. C'est pourquoi il y a certains aspects qu'on n'approfondit pas parce que les élèves n'ont pas forcément besoin de ça. N'est-ce pas? Mais à part des explications que nous donnons, l'individu lui-même peut faire des recherches et approfondir. Ou bien s'il pose la question en dehors de ce cours, nous pouvons l'approfondir ensemble. C'est pourquoi, quand j'ai ajouté les critiques portées sur la psychanalyse freudienne, un élève, par exemple, ce sujet-là, l'hypothèse de l'inconscient est-elle nécessaire? Dans la partie critique, il peut utiliser les critiques des rationalistes comme Sartre, Jean-Paul Sartre, et Alain, de son vrai nom Émile Chartier, mais aussi de l'épistémologue Karl Popper, mais aussi des dissidents de Freud, à savoir Jung et Adler. Parce que, notamment les deux, parce que les Jung et Adler d'ailleurs ne sont que des dissidents, mais admettent l'existence de l'inconscient, mais ne sont pas d'accord avec leur maître sur tout. Ils ont exploré des pistes qui n'ont pas été validées, acceptées par Freud. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre d'une classe de terminale, on n'a pas forcément besoin d'aller trop loin avec ces deux critiques des dissidents. Mais par contre, les critiques de Sartre, de Alain, de Karl Popper peuvent beaucoup aider les élèves parce que ce que Sartre reproche à la psychanalyse, c'est que si on accepte l'inconscient, on perd la responsabilité, on perd la liberté de l'homme. C'est pourquoi Sartre a toujours récusé l'hypothèse de l'inconscient. Donc, l'hypothèse de l'inconscient est-elle nécessaire? Pour Sartre, non. Pour Alain, non. Pour Descartes, non. Pour Platon, non, etc. etc. Donc, pour ces rationalistes-là, cette hypothèse-là n'est pas nécessaire parce que pour Sartre, en ce qui le concerne, l'inconscient n'est rien d'autre que la mauvaise foi. C'est des excuses faciles que l'individu cherche pour se dédommager de sa responsabilité dans ses actes de tous les jours. Alain, la même chose, il dit qu'il y a une idolâtrie du corps, c'est le fait de donner au corps une importance qu'elle n'a pas. Donc de ce point de vue-là aussi, pour lui, c'est Descartes qui a raison. Nous sommes régis principalement par notre raison, par notre conscience. N'est-ce pas? Karl Popper, lui, son problème, c'est de dire que la psychanalyse, on ne peut pas en faire une science parce que personne ne peut la remettre en cause. Parce que son critère de scientificité consiste à dire qu'une théorie, pour qu'elle soit scientifique, il faut qu'elle soit réfutable. Dans son ouvrage Conjecture et réfutation, il essaie de montrer que ce qui fait une théorie scientifique, ce n'est pas ses vérités éternelles, non. C'est le fait que cette théorie puisse prévoir ce qui pourrait l'infirmer. Il appelle les protocoles de réfutabilité. Or, il dit que ce soit la psychanalyse, que ce soit le marxisme, ces deux théories-là ne sont pas réfutables. Et pour cette raison-là, on ne peut pas les considérer comme des sciences à part entière. J'ai parlé de Jung et de Adler, qui ne réfutent pas, qui ne rejettent pas l'inconscient, mais qui ont innové, n'est-ce pas, l'explication, en tout cas, apporter des innovations à l'explication de Freud, mais que Freud n'a pas accepté. Et ça a créé, n'est-ce pas, une dissension, n'est-ce pas, une rupture avec le maître, n'est-ce pas? C'est pourquoi eux aussi, ils ont développé une psychanalyse parallèle, différente sur beaucoup de points avec Freud. Donc on peut très bien parler de critique, même si on ne peut pas parler de rejet carrément de la psychanalyse. Voilà, chers élèves, chers parents, ou bien ceux qui suivent, un peu ce que nous pouvions dire sur la psychanalyse, n'est-ce pas, qui clôt cette leçon. Retenir simplement que pour la psychanalyse, la personne de l'individu est
est plus complexe que les rationalistes veuillent bien le dire. L'homme est un être complexe, éminemment complexe, qui est loin de maîtriser toute sa vie, tous ses comportements, tout ce qu'il fait, n'est-ce pas, tous les jours. Voilà. Et là, j'attends vos réactions par rapport à ce que je viens de dire. S'il y a des éclairages, des clarifications, des approfondissements à apporter, je suis là jusqu'à 13h, n'est-ce pas, en principe. Voilà. Merci. Prépa Bac 2020 vous est offert par la République des valeurs.